Mesdemoiselles et messieurs, chers amis de NSI, les habitués de nos rendez-vous annuels pour les lancements de livres, le NSI Parc Hôtel, bien évidemment, dont je me fais le porte-parole, vous souhaite la bienvenue. J'espère que ce n'est pas seulement le coup d'un soir. C'est-à-dire que vous allez revenir forcément quand il y aura d'autres lancements. D'ailleurs, il y a plusieurs qui sont prévus jusqu'au mois de décembre. Donc cette formule mensuelle de lancement au NSI est enrichie ce soir d'un appendice, si je puis m'exprimer ainsi, une table ronde, un peu rectangle ce soir ici, réunissant l'auteur de Face aux tables noires, Nitish Manbaran, Michael Atcha, une sommité scientifique et aussi dans le domaine de l'éducation, qu'on ne présente plus parce que ses diplômes et son parcours en attestent. Christelle de Spéville, devenue Mervin depuis notre dernière rencontre, enseignante, référente culturelle, diplômée de lettres et ancienne animatrice d'une émission littéraire sur Cool FM, Musique FM, c'est dire que j'ai écouté, intitulée La pluie et le beau temps, alors que j'avais la prétention de penser que c'est moi qui le faisais en matière de culture. Heureusement, elle a le sens de l'humour. Et puis, Gillian Geneviève, enseignant au collège Sainte-Mérise, qui est venu avec sa claque. Poète, dramaturge, et qui publie régulièrement dans des magazines, dont Point Barre. Il obtient le prix de la Nouvelle de l'Océan Indien en 2000, le prix de Jean Fanchette en 2006, avec son recueil Elle, et le prix de poésie Édouard Monique en 2017. Il va certainement récidiver dans les mois qui viennent. C'est dire, faut-il le préciser, la qualité des intervenants pour cette table ronde, sans oublier Pascal Sioux qui nous a désertés, des éditions Vis-à-vis, dont la contribution à la littérature mauricienne, comme en atteste d'ailleurs le catalogue qu'elle distribue, dont la contribution est parfois colossale. Mais venons-en à celui qui nous a permis de braver le trafic ce soir, Nitish Manbaran. Un ovni presque qui nous vient de très loin, avec 7 heures de décalage horaire, un personnage hors du commun, dont le parcours, les diplômes encore une fois, et les activités professionnelles ne peuvent que forcer l'admiration. Je vais faire vite. Il a fait ses classes à l'école du gouvernement Hugh Otto Barry et au collège Saint-Joseph, respectivement, avant de partir pour ses études. Pour faire court, il est détenteur d'un doctorat en droit international, un master 2 en droit international économique, entre autres. Présentement, il enseigne le droit international au Centre universitaire de Brasilia et distille son savoir dans de prestigieuses universités en Europe, aux États-Unis, en Asie et bien évidemment en Afrique du Sud. S'il a choisi de s'établir au Brésil, il nous dira pourquoi il aura 10 minutes pour nous raconter sa vie. Il n'est certainement pas habilité, du moins je le crois, pour commenter de manière experte les prouesses de l'équipe du Brésil. C'est pour prévenir toute question qu'on pourrait oser lui poser sur ses connaissances footballistiques. Il a écrit de nombreux ouvrages savants et techniques sur le droit, la géopolitique, dont d'ailleurs un ouvrage en portugais intitulé « L'assassinat du président du Brésil », dont il va certainement nous en parler. Ça nous intéresse plus que le ballon rond. Parce que j'ai oublié de vous signaler
que notre compatriote est un polyglotte qui parle créole, anglais, français, portugais et espagnol. Je n'ai rien raté là. Non. Et si notre système d'éducation, libéré de quelques préjugés à l'époque et des pesanteurs sociales, le lui avait permis, il nous aurait adressé ce soir en mandarin. Mais Mon Baron rimait plus avec Gangatalao qu'avec la pagode Kwanti. Ce choix qu'on ne lui a pas laissé faire en matière de langues orientales fait partie des incongruités et inepties auxquelles Nitish Mon fait allusion dans Face au tableau noir. Un ouvrage autobiographique qui laisse la porte ouverte à toutes les interprétations possibles, pamphlets, brûlots, témoignages de gratitude, récits émotionnels, évocations, pèlerinages dans le pays des souvenirs, Face au tableau noir, et en fait, tout cela en combiné. Même si l'auteur s'en défende, car il est connu qu'un ouvrage accouché n'appartient plus à son géniteur, Face au tableau noir dénonce un système broyeur de l'imagination et toxique pour la personnalité de l'enfant. Chaque évocation, chaque incident témoigne d'un système camisole de force aux courses de l'œuvrier qui ne permet pas à l'enfant de s'épanouir, mais qui le formate surtout pour réussir ses examens, CPE, Signor, etc., par une méthode tout à fait infaillible que toutes les autorités, que tous les gouvernements ont adoptée, celle d'anticiper avec ses professeurs de leçons ce que Cambridge allait proposer et ainsi apprendre par cœur les réponses. D'ailleurs, il le dénonce dans le livre. Bref, un système qui favorise la mémoire et pas la réflexion. C'est ce que l'auteur n'a pas cessé de dénoncer, d'ailleurs dans 2 interviews de presse pendant le week-end. J'espère que vous les avez lues. Toutefois, s'il cloue au pilori une jeune enseignante, j'espère qu'il n'est pas dans la salle ce soir. Oui, un auteur qui a le sens de l'humour, ça me tracasse. Alors, il cloue à pilori, gentiment, une enseignante qu'il a eue et qui vient tout juste de l'université de Maurice pour enseigner l'économie. C'est un passage on est plié en 2 dans le livre quand on arrive à ce passage. Il éprouve quand même de la reconnaissance envers ceux qui ont stimulé son cerveau loin des sentiers battus du formalisme de notre système. Il rend ainsi hommage à ses profs de l'élance française, madame, dont Lynn les couronne pour lui avoir inculqué le goût de la lecture. Et en fin de compte, c'est la lecture, nous dit-il, qu'il va le sauver. Alors le livre peut être pris, comme je l'ai dit, de différentes manières, mais il y a quand même une belle reconnaissance vis-à-vis de ceux qui lui ont inculqué tout son savoir et que lui-même transmet à ses étudiants à travers le monde. Il y a un passage de départ dans le livre qui ressemble un peu, qui est assez émouvant, c'est Goodbye Mr. Chips. Hein. C'est assez émouvant, c'est dire que malgré tout ce qu'on peut dire contre le système, il en est le produit. Il ne faut pas oublier. Et que peut-être c'est grâce à ce système qui lui a permis de partir pour réaliser ses rêves. Michael Achov a été conseiller de ministre, qui n'a pas changé le système non plus. Il y a eu 10 000 réformes dans ce pays. J'ai compté le nombre de ministres de l'éducation depuis 58. C'est affolant. Ça a commencé avec Sir Siusaga Ramgoolam, qui était liaison officer, et ça descend jusqu'à Leila Devi Dukan. Et Christelle ne fait pas partie de ce lot-là parce que, ayant été, je suppose, au lycée, forcément.
Et mais Gillian n'est pas responsable de la révolution de 75. Il naissait à ce moment-là. C'est pas lui qui a balancé des pierres sur notre feu Régis Sapron, hein, sur le pont de la Grande Rivière. Mais d'une manière ou d'une autre, même si on dénonce le système, bah, on est le produit de... Je suis le produit, je ne suis pas une référence, mais je le dis en passant. Je suis le produit de ce système qu'on n'aura de cesse de dénoncer, mais que personne n'arrive à réformer. Et c'est ça tout le drame. Et pour terminer, je disais à Nitish, au téléphone, que toutes les angoisses qu'il a exprimées dans ce livre concernant ses études au niveau du primaire à Hugo Barry Government School et au secondaire à Saint-Joseph, je les ai vécues il y a 50 ans de cela. Donc c'est dire que rien n'a changé depuis. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Sans plus tarder, je passe la parole à Nitish pour qu'il nous explique son roman. Il a 10 à 12 minutes top chrono pour nous en parler. Gros applaudissements pour les deux. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Attendez. Maintenant, ça va mieux? Non. Maintenant? Oui? Au fond? Oui, très bien. Merci d'être venu. Et je pense que dans un premier temps, peut-être que j'essaierai de répondre au thème qui a été posé sur la lecture ou la construction citoyenne. Éventuellement, dans un deuxième temps, je traiterai un peu du livre et je vais expliquer peut-être un peu la genèse du livre et vous donner éventuellement envie de le lire ou le relire. Alors, j'imagine que, pour revenir au premier thème, si vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà un rapport au livre, ou alors vous avez été forcé à venir, obligé à venir par mon invitation, mais vous avez déjà un rapport au livre, donc je ne vais pas forcément faire l'éloge de la lecture, mais j'essayais d'aborder ce sujet sur la lecture comme moyen pour la construction d'une conscience citoyenne d'une manière assez alternative. Donc je ne sais pas si je vais vous décevoir. Alors je vais commencer par cette prémisse. Pourquoi lire? Parce que la prémisse principale, parce que la lecture ne sert à rien. Alors je vous laisse digérer la réflexion. Donc je commencerai par ça. Pour ajouter ensuite une autre prémisse à la première, il faut lire justement parce que la lecture ne sert à rien. Il faut lire parce que lire ne sert à rien. Et c'est un peu l'idée centrale que je vais développer et je vais essayer de vous convaincre de cette thèse. Il faut lire parce que lire ne sert à rien. Alors, je ferai cela en 3 temps. Je vais commencer par peut-être le contexte général. Et dans le cadre de ce contexte général, je pars d'une réflexion d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est un philosophe germano-coréen. Et je ne vais pas faire du name dropping, donc je ne vais pas citer les noms à chaque fois, mais c'est un auteur intéressant qui a écrit un ouvrage intitulé « La société de la fatigue ». Si vous ne l'avez pas lu, je recommande « La société de la fatigue ». Et il résume en 3 points cette société de la fatigue. Premièrement, une société accélérée. Deuxièmement, une société mécanisée. Et troisièmement, une société au goût fonctionnel. Je vais expliquer chacun des 3 points. Alors, une société accélérée, c'est une société notamment occidentale, donc il critique surtout la société occidentale, dans laquelle tout va à vive allure, tout va à toute vitesse. Et on veut tout avoir rapidement par la force d'un clic. Donc tout doit être accessible rapidement, de manière immédiate, par la force d'un clic. Et donc ça, c'est le côté qui explique la société accélérée. On a des goûts urgents. Et ce qui implique qu'on a moins de patience pour des choses qui demandent un peu plus de temps, de nonchalance et de contemplation. Le côté de la société mécanisée, c'est d'avoir un monde social dans lequel tout le monde veut être tout le monde est tout le monde. C'est un peu la fameuse question des followers, des suiveurs. Tout le monde veut suivre tout le monde.
Et donc, il compare cela un peu à des machines à laver qui lavent les vêtements, mais qui n'ont pas la capacité d'hésiter s'il faut laver à l'eau chaude ou à l'eau froide, ou à telle température, à une autre température. Et donc, dans une société mécanisée, on ne pense pas, on exécute. Et la société au goût fonctionnel, c'est une société qui requiert obligatoirement une utilité à chaque chose que l'on fait. Donc tout est un investissement potentiel. Donc nous étudions pour un résultat. Nous lisons par exemple tel livre pour un résultat. Donc tout est fait en pensant à un résultat. Il n'y a rien qui est fait de manière anodine. Il n'y a pas de don. C'est ce qu'il appelle la société avec un fonctionnel, avec un goût pour les fonctions. Alors, dans ce contexte, quelles sont les conséquences lorsqu'on revient à la lecture? C'est que la lecture, justement, ne sert à rien. Parce que la lecture est un don, c'est un don de temps, c'est un temps passé avec un auteur, il n'y a pas forcément de résultat. Je m'en tiens ici, vu le contexte, à la lecture littéraire, aux livres de littérature. Et donc, lorsqu'on lit sur 1000 pages la description d'une mouette, d'un auteur russe par exemple, on n'a rien en retour matériellement. Il n'y a pas de retour matériel en littérature en général. Et donc il n'y a pas d'investissement, sauf le prix du livre, bien sûr, mais il n'y a pas un retour sur investissement. Et donc dans ce contexte, la lecture, elle devient aussi fonctionnelle. On lit uniquement ce dont on a besoin pour un résultat spécifique. Donc on va lire les manuels scolaires parce que ça nous permet de passer les examens à la fin. Mais s'il y a un livre qui est peut-être plus intéressant, mais qui ne fait pas partie du programme, finalement il sera un peu mis de côté. Alors dans tout ça, je pense moi que la lecture est un mode de vie. En tout cas là je parle réellement de manière autobiographique, de mon expérience. Pour moi la lecture est un mode de vie. Dans le sens où on ne lit pas en s'attendant à un retour, en s'attendant à quelque chose. Et le temps passé à lire n'est pas forcément du temps perdu, c'est du temps. C'est du temps passé avec un auteur, c'est du temps passé avec un livre. Et dans ce contexte, on développe un autre rapport au temps. Lorsqu'on est un lecteur régulier, on développe un autre rapport au temps dans le sens où on n'a pas l'impression de perdre son temps avec un livre. Jamais. Et comment est-ce que tout cela s'articule avec l'idée de la conscience citoyenne? Lorsqu'on a ce rapport, cette relation avec le temps, qui est plus ou moins flexible et qui ne suit pas forcément des règles que j'ai décrites dans cette société fatiguée, il nous est plus facile de comprendre que pour réfléchir à des questions de société, à des questions sociales, pour réfléchir à ces questions, on a besoin de temps. Pour deux choses. Premièrement, de temps pour s'informer. Qui dit informer dit recherche et lecture. Et ensuite, de temps pour transformer ces recherches, ces informations, cette lecture, en une réflexion pour avoir une opinion fondée et argumentée. Et non pas, dans le cas contraire, pour avoir uniquement une impulsion, un commentaire impulsif, qui sort de je ne sais où, mais qui n'est pas argumenté, qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas fondé sur une lecture préliminaire, sur des informations sourcées. Et donc, je pense, si je devrais établir un rapport entre la lecture et la conscience citoyenne, c'est dans cette confluence que je la vois, où le temps fait division. Donc, lorsqu'on est un lecteur, on a un autre rapport au temps, et lorsqu'on a un autre rapport au temps, on sait que la construction d'une réflexion citoyenne, de penser sur des questions sociales, tout cela se fait de manière un peu artisanale. Il n'y a pas un clic qui puisse résoudre cela. On ne peut pas réfléchir sur commande en une minute ou par un clic ou par un commentaire, par un post en deux phrases. Et donc, c'est dans ce premier temps ces idées que je voulais, et peut-être même ces provocations que je voulais partager avec vous. J'attends bien entendu vos commentaires et critiques. Et si vous le
souhaitez, je passerai maintenant peut-être à la deuxième partie pour expliquer donc un peu la genèse du livre. Bien sûr, je ne vais pas m'étendre sur tout le contexte, mais je pense que c'est peut-être intéressant de comprendre d'où part le livre. Parce que ça a un rapport avec ce que je viens de dire dans la première partie. Initialement, et Pascal Siou en est témoin, le titre du livre était L'oisiveté. C'était le titre initial du livre. Donc l'oisiveté qui reprend tout ce que j'ai dit en première partie, donc la contemplation, se donner du temps au temps pour réfléchir, etc. Et pour avoir une conscience différente. Mais lorsque la maison d'édition a lu le premier jet, la première version du texte, mais les éditrices m'ont fait remarquer que l'école apparaissait quand même souvent, peut-être trop. Et donc, elles m'ont demandé si finalement ce n'était pas un livre sur l'école, avec éventuellement l'oisiveté en filigrane, loin derrière. D'ailleurs, pour ceux et celles qui l'ont lu, peut-être que le mot apparaît parfois et vous voyez parfois quelques références à cette idée d'oisiveté, de contemplation. Et par oisiveté, je n'entends pas quelqu'un à l'école ou au travail qui a la bouche grande ouverte, qui bave et qui regarde le ciel. C'est pas ça l'oisiveté, c'est vraiment la capacité d'utiliser, de savoir qu'on a besoin de temps oisif pour réfléchir et que la réflexion se fait uniquement en utilisant beaucoup de temps. Et je suis professeur universitaire, j'ai beaucoup de projets de recherche que je dirige et je suis obligé de faire comprendre aux étudiants de la nouvelle génération cela, qu'ils ne vont pas faire une révolution copernicienne en 2 jours. Ils ont besoin parfois de 2 ans de recherche pour écrire 100 pages. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, je vais exagérer un peu, mais c'est tout à fait normal de lire 1000 livres pour écrire 100 pages. Ce n'est pas parce qu'on a écrit 1000 livres qu'on va citer 1000 livres, mais on a besoin de toute cette connaissance pour être synthétique. Et donc l'idée initiale partait de l'oisiveté, et j'ai accueilli la suggestion, les remarques, les critiques des éditrices, et j'ai décidé de délimiter justement sur la question de l'école, parce que c'est un sujet justement de société important à Maurice, on en a parlé en introduction, avec des réformes et des réformettes qui viennent et qui partent, ayant des résultats qui sont de toute façon toujours critiqués par les parents ou par le système, par les élèves, par l'autre gouvernement qui remplace le précédent. Et donc il y a toujours une problématique latente liée à ce sujet de l'école. Et c'est dans ce sens que j'ai accepté. Et le livre est surtout une photographie de l'école et du collège des années 90. Donc mon idée, c'était vraiment de présenter une photographie. Bien entendu, je ne parle pas au nom de toute la génération des années 90, je parle en mon nom. Et donc il s'agit d'un témoignage, comme M. Tunesales l'a fait remarquer, il s'agit vraiment d'un témoignage, d'une constatation. Lorsque vous allez au musée, vous voyez une photo. La photo ne vous dit pas forcément ce qu'elle pense elle. Donc vous pouvez, bien entendu, avoir votre propre interprétation du livre. Et après, bien sûr, parfois, les passages du livre peuvent être un peu forts, parce que je décris certaines choses, mais qui avaient lieu à l'époque, comme les punitions corporelles, par exemple. L'apprentissage par cœur, ça peut être violent dans un autre sens non physique, lorsqu'on est forcé à ne pas donner son avis, alors qu'on aurait dû être forcé à donner son avis. Et donc, toute cette violence, qu'elle soit implicite ou explicite, physique ou métaphysique, donc toute cette violence, elle apparaît dans le livre, mais encore une fois, ce n'est pas moi qui le suis, ce n'est pas le livre qui l'est, c'est la réalité qu'il était. Donc le livre, il se veut modestement un miroir de cette réalité. Après, je ne sais pas si c'est un miroir qui est fidèle à ce qui s'est passé à l'époque, mais en tout cas, c'est l'image que moi, j'ai voulu donner parce qu'elle provient de l'expérience, de mon expérience. Donc de l'expérience que moi j'ai eue. J'ai quelques collègues qui étaient au collège avec moi qui sont dans la salle, éventuellement on pourrait avoir leur opinion après. Et donc c'était ça un peu l'idée, la genèse du livre, et c'est un peu la direction que j'ai voulu donner. Donc, je ne sais pas si j'ai résumé, j'ai essayé de respecter le temps qui m'était imparti. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci. L'auteur reviendra pour répondre aux questions, bien évidemment. On appelle Pascal de dire quelques mots en tant qu'éditrice avant que les intervenants, dans l'ordre, Christelle,
Gillian et Michael par la suite. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Merci Nishtish pour cette présentation, merci d'avoir fait le voyage aussi ici. C'est vrai que c'était un projet qui a démarré pendant le Covid, je crois, non? Oui, ça a pris du temps, donc ça a été un peu long, mais je suis très heureuse de te publier. De publier, je pense qu'effectivement le sujet est brûlant ici à Maurice et ce que je peux espérer, c'est que ça fasse un peu bouger les lignes, effectivement, au niveau des autorités. Pour le livre en lui-même et la lecture, c'est vrai qu'en tant qu'éditrice, on me dit souvent, oui, mais bon, quel avenir pour le livre, quel avenir pour la lecture? Nous sommes dans une période faste, que j'écrirais F-A-S-T et non pas avec un E, c'est-à-dire tout doit aller très vite, effectivement. On est dans le zapping, dans le tweeting, dans le chatting, etc. On est dans l'image à fond. Et lire, ça prend du temps, effectivement. Et il faut ça c'est un autre constat, c'est qu'on me dit toujours tout le temps, oui mais moi j'ai pas le temps de lire. C'est comme si, bon, on a le temps de répondre pendant 1 heure sur Facebook, faire des likes, mais on n'a pas le temps de lire. On a le temps d'aller faire du shopping pendant une demi-journée, mais on n'a pas le temps de lire. Donc pourquoi le livre devrait disparaître alors que, en fait, le livre a toujours joué un rôle essentiel depuis des siècles, en fait. C'est, à mon avis, quelque chose qui ne va jamais disparaître. En fait, je vous cite Michel Petit, elle nous dit dans son ouvrage intitulé « Éloge de la lecture », « Faire l'éloge de la lecture ne signifie pas la sacraliser. La lecture ne peut pas réparer le monde de ses désordres. Elle ne garantit pas forcément non plus un devenir scolaire plus réussi et ne rend pas plus vertueux. Mais c'est un viatique pour se découvrir ou se construire, pour élaborer son intériorité et sa subjectivité. Donc au-delà d'être un loisir ou un outil éducatif, la lecture est avant tout un facteur d'émancipation qui occupe une place essentielle dans notre rapport au monde. En fait, le livre, c'est la porte vers tous les possibles, vers tous les dehors, vers tous les ailleurs. C'est une zone de liberté totale que chacun peut s'offrir, qui permet de se créer un coin à soi tout en s'ouvrant sur le monde. La lecture agit sur le corps et sur l'esprit, à la fois dans le temps et dans l'espace. Elle nous fait emprunter des chemins méconnus et nous met face à nos doutes, nos ambivalences ou nos contradictions. En faisant place à l'imagination, elle nous offre la possibilité de penser par nous-mêmes, de nous construire sur des modèles multiples et d'assimiler différentes cultures en allant au-delà de notre propre frontière. À tout âge, que l'on commence jeune ou même adulte, la lecture représente une source inépuisable de réponses dans notre quête identitaire. C'est un éternel voyage d'un monde à l'autre qui nourrit, instruit et construit. Et je terminerai par une phrase de Jules Renard. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. Alors on va enchaîner comme à l'usine tout de suite Christelle pour son intervention. Bonsoir. Alors, moi je suis le produit de l'oisiveté. Avant de préparer l'intervention, je demande à Géraldine, qui m'avait demandé de participer à cette table ronde, qu'est-ce qui a vraiment attendu, parce qu'on ne sait jamais trop ce que ça veut dire table ronde, surtout si elle est rectangle. Donc, elle m'explique un peu que j'ai 10 minutes de temps de parole
et puis que c'est un peu comme faire une dissertation philosophique. Et il y a un prof de philo dans la salle, et donc j'annonce à ce prof de philo qu'aujourd'hui j'aurai 5 sur 20 parce que je pense que je vais faire un hors-sujet. Pour moi, la lecture, c'est voilà, dans cette question de est-ce que lire nous permet de développer une conscience citoyenne? Déjà, il faudrait que j'arrive à comprendre ce que veut dire une conscience citoyenne. Alors, j'ai essayé de chercher, hein, j'ai fait Google. Conscience citoyenne, ça veut dire quoi? Et conscience citoyenne, ça veut donc dire être capable de relier le personnel, l'individuel au collectif, finalement, à la communauté. Et puis se penser en tant qu'individu dans un collectif et dans une communauté. Je ne sais pas si la lecture permet ça. J'ai envie de dire non, parce que j'ai envie de dire qu'en fait, moi, ce qui me permet d'être lié, c'est déjà d'être en contact avec les gens. Et que la lecture, est-ce que la lecture me permet d'être en contact avec les gens? Avec des gens imaginés, certainement. Après, quand on parle de lecture, on se pose aussi la question de quelle lecture. Il y a une grande différence entre lire les journaux et lire un roman. Il y a une grande différence entre lire un texte philosophique et lire un roman ou de la poésie. Donc voilà, c'est une question quand même très très vaste, à laquelle je pense qu'on ne peut pas trop répondre en quelques mots. En tout cas, pour partager mon expérience de la lecture, puisque c'est quelque chose que je pratique depuis que je sais lire, j'imagine, et peut-être même avant, et c'est justement ça aussi qui m'interpelle, c'est quand on parle de lecture, on pense tout de suite aux livres. Quand on parle de connaissances dans la société occidentale, on pense tout de suite à des livres, à des journaux, mais il y a aussi toute une connaissance qui a été transmise de manière orale, par exemple, et qu'il ne faut pas non plus négliger. Et donc, dans la conscience citoyenne, elle peut aussi être transmise de manière orale, de génération en génération, de manière complètement différente à travers le conte. Par exemple, je pense au conte pour l'avoir un petit peu exploré. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération et qui transmet aussi les valeurs humaines, etc. Donc voilà, bon, je digresse un peu. Alors, pour moi, la lecture, c'est ce qui m'a permis personnellement d'explorer ma sensibilité et savoir ce à quoi on est sensible. C'est aussi mieux se relier à soi, mieux se relier aux autres et mieux se relier au monde. Et en ça fonde notre vision poétique du monde. Et pour moi, c'est plus important de fonder une vision poétique du monde parce qu'elle nous relie de manière beaucoup plus intense et vraie au monde qui nous entoure. Donc ce soir, j'avais pas trop envie de vous faire des longs discours, mais plus envie de vous lire 2 ou 3 textes qui m'ont interpellée dans mon parcours de lectrice et qui me parlent de ça, qui m'ont touchée et qui j'espère vous toucheront peut-être. Je sais pas. Le premier texte, c'est un texte, un passage d'un roman de Bertrand de Robillard, que peut-être vous connaissez, qui est un auteur mauricien. Ça s'appelle « Une interminable distraction au monde ». Il y a un passage dans ce livre qui pour moi est très philosophique, justement. Donc c'est de la philosophie dans un roman, et que je trouve très beau et qui, je trouve, est parlant par rapport à cette question de conscience citoyenne. Je me souviens qu'à cette époque, une image de mon enfance me revenait à l'esprit de manière de plus en plus insistante. La scène se passe à Belle-Ombre, où j'accompagnais chaque année mes parents pour les vacances d'hiver. Ce jour-là, comme d'habitude à 7 heures, il n'y avait pas un souffle, et le calme plat devait se prolonger encore un moment. C'était un de ces matins où j'avais scruté l'aube pour y déceler les signes du jour se levant, quand dans la fenêtre était venue s'encadrer sur la mer étale du lagon une pirogue menée à la perche par un pêcheur. La fruste embarcation glissant à la surface de l'eau dormante donnait à cette image un air d'éternité.
Curieusement, l'impression d'infini se dégageant de la scène ne tenait pas de l'horizon, dont la ligne au loin était brisée de manière irrégulière par la végétation, mais à la rusticité du mode de navigation et au léger flottement de la chemise du pêcheur dans le vent qui venait de se lever. En effet, il me sembla qu'il y aurait toujours des êtres pour se consacrer à ce métier lié à la subsistance des hommes. Et ce tableau, se démultipliant sur le mode des scènes de la vie quotidienne, me donnait à imaginer quelqu'un se livrant à une activité artisanale à laquelle il aurait dédié sa vie, et dont la régularité ne saurait être rompue par quoi que ce soit qui ne fût de première importance. L'intuition que quelque chose manquait à cette scène me renvoyait à l'image initiale du flottement de la chemise dans le vent, qui m'avait d'abord paru quelque peu énigmatique. Et là, sous un jour nouveau, ce tableau sembla symboliser l'adversité, dont la force à ce moment-là était reflétée par celle du vent, face à laquelle la posture debout et le port altier du pêcheur suggéraient que l'humilité de son métier n'excluait pas un esprit de résistance et même une certaine fierté. Ainsi, ce tableau m'apparaissait, plusieurs décennies plus tard, comme la révélation silencieuse de ce vers quoi je devais tendre un jour. Et il me semblait que ce jour était arrivé. De même, le moment d'écrire le livre qui naîtrait de cette scène. C'est un texte qui m'a beaucoup touchée. Ce personnage du pêcheur, à la fois humble et fort vis-à-vis de l'altérité, qui est le vent finalement. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est aussi un peu la naissance du livre pour l'auteur, donc voilà. J'ai déjà passé les 10 minutes. Il reste 1 minute. Ok. Bon, alors en 1 minute, je ne peux peut-être pas vous lire un autre texte, mais juste pour dire que ce qui m'a beaucoup touchée dans la première lecture de Face au tableau noir, c'est justement cette dimension d'oisiveté dont parle Nitish par rapport à la lecture. Alors, comme il dit, hein, ce n'est pas une oisiveté où on bave à rien faire, mais c'est plus un moyen d'être en soi, en fait, et de faire silence aussi parfois, et d'être connecté à soi-même et à ce qui nous entoure mieux. Et en ça, je pense que oui, ça peut aussi avoir un impact sur notre rapport au monde et donc sur notre manière d'être citoyen, peut-être. Après, citoyen, c'est encore un mot qu'il faudrait décortiquer, je pense, mais voilà. Merci. Merci Christelle. On appelle notre ami Julien Geneviève. Bonsoir tout le monde. Déjà, moi, je vais commencer en vous demandant de m'excuser parce que je vais peut-être être un petit peu décousu étant donné que je ne me suis pas préparé pour cette table ronde. Je ne me suis pas préparé pour cette table ronde au risque d'échouer, pour reprendre une réflexion d'un des profs de Nitish qui avait dit, je crois, « If you fail to prepare, you're preparing to fail ». Donc oui, j'ai pris ce risque. J'ai pris ce risque de ne pas me préparer. Pourquoi? Parce que j'ai préféré en fait faire quelque chose de tout à fait inutile, apparemment. J'ai préféré lire le livre de Nitish. J'ai préféré lire son livre parce que c'est ma dernière lecture en fait, ces 2 derniers jours. J'ai lu le livre, déjà parce que c'est toujours pour moi un très grand plaisir de lire et de découvrir un auteur. J'ai lu le livre aussi parce que je suis un petit peu masochiste, car j'aime me mettre en péril en fait. Pour moi, la lecture, lire, c'est prendre un risque. C'est prendre le risque de se déconstruire. Parce que en lisant un livre, je me confronte à un regard autre que le mien, et je prends le risque donc d'altérer, de changer
la perspective que j'ai sur le monde et sur la vie. Et donc, c'est se faire mal, donc. C'est mettre en péril ce qu'on est. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant ces 2 derniers jours. Et en lisant le livre, au tout début, j'ai noté pas mal de différences entre ce qu'a vécu Nitish et ce que moi j'ai vécu au niveau de l'école. Dans un premier temps, je me suis dit que c'était peut-être une question de sensibilité ou peut-être une question de génération. J'ai une dizaine d'années de plus que lui. Et ce qu'il décrivait comme le traumatisme qu'il a vécu à l'école, je ne l'avais pas vécu de la même façon. Et je n'ai pas souvenir que les amis de ma classe, que ce soit à l'école primaire ou au secondaire, on vivait la chose de la même façon, ce traumatisme. Et puis, au fil de ma lecture, j'ai réalisé en fait qu'on avait en fait partagé aussi la même expérience. Comme l'a dit Finlay, il y a, tu as vécu toi, Finlay, il y a une 50aine d'années dans le système éducatif mauricien aussi une forme de traumatisme. Donc, même si ma génération, on n'avait pas vécu exactement la même chose que Nitish, mais au fond, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond, il y avait quelque chose au niveau de ce que nous vivons, nous les étudiants mauriciens, qui traverse en fait toutes les générations, même si la forme est différente. Moi, j'étais à l'école primaire dans les années 80, et puis au collège dans les années 90. Toi, tu étais au collège dans les années 90, jusqu'à début 2000. Dans la forme, ce qu'on a vécu n'est pas tout à fait la même chose, mais le résultat est le même. C'est-à-dire que le système éducatif mauricien nous empêche tout simplement d'être. Il ne nous permet pas d'être ce qu'on est. Très rapidement, on nous apprend à être dans ce qui est utile. Peu importe ce que nous voulons être. Moi, je voulais être écrivain à 12 ans, 13 ans. À 13 ans, 14 ans, on me fait comprendre que ça ne sert absolument à rien. Et au fil du texte, je revois les mêmes choses que finalement j'ai vécues. Par exemple, moi, personnellement, aujourd'hui, là, vous avez devant vous un échec social. Je suis un échec dans le sens que je ne suis pas avocat, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ingénieur, je ne suis qu'un petit prof de collège et un poète. Dans le contexte mauricien, c'est être un échec. Peu importe les études que j'ai pu faire, je le vois dans le regard des autres. Quand je dis que je suis prof, il y a une forme de condescendance. Ah, prof du collège, en plus. Je suis un échec social. Et pourtant, je fais ce que j'aime. J'ai choisi ce métier. Dans un premier temps, ce n'était pas une vocation tout à fait. Je ne voulais pas du tout être prof, parce que je ne voulais pas être comme mes parents, parce que mes parents étaient profs. Et mes parents non plus ne voulaient pas que je devienne comme eux. Parce que, très mauricien, vu que je faisais des études, que j'ai brillé au niveau des études, ils voyaient leur fils aussi, parce qu'ils sont le fruit d'un système aussi, ils voulaient pour leurs enfants quelque chose de mieux que d'être tout simplement prof. Et donc je ne voulais pas être un prof comme mes parents. Et puis à 21 ans, je suis en train d'aider une jeune fille de 16 ans qui... Moi, je faisais des études de management, mais tout le monde savait, je suis prof de management. Hein. Oui. Donc tout le monde savait que Gillian, l'étudiant en management, adorait la littérature. Et donc on m'a demandé d'aider cette jeune fille. Et c'est en aidant cette jeune fille que je découvre que finalement, c'est mon truc, quoi. J'aime ça, j'aime l'enseignement. Et là, au grand désespoir de ma maman, je lui annonce que je serai prof. J'ai travaillé en entreprise, j'ai fait le tour, j'ai travaillé dans des hôtels, dans le secteur du textile, etc. Mais j'attendais ce moment de devenir prof. J'ai choisi d'être prof et il y a 22 ans de cela,
je suis entré dans le métier. Et je me suis donc réconcilié avec une part essentielle de moi-même. Je me suis réconcilié tout simplement avec moi-même. Et je suis aujourd'hui quelqu'un, je n'ai pas l'impression de travailler parce que je fais quelque chose qui me plaît. Donc au quotidien, je pars au collège et je suis heureux de ça. Et cette conscience, cette prise de conscience de la nécessité d'être moi-même, d'être en adéquation avec ce que je suis, je le dois à la lecture. Ma confrontation avec la vision des autres, avec la littérature, m'a permis de tout simplement prendre conscience de qui j'étais, de ce que je ne peux pas être aussi. D'accord ? Et donc la lecture a joué un rôle essentiel dans ma vie. Et ma dernière lecture, le livre de Nitish, est essentielle. Elle est essentielle parce que, au fil des 2 dernières journées, là, j'ai pris encore plus conscience de l'importance de ma mission en tant que prof. Parce que je l'ai toujours fait, j'ai toujours essayé d'aider mes élèves à être ce qu'ils sont, à essayer d'échapper à ce conditionnement terrible qu'ils subissent, que nous subissons tous, par rapport à une voie qui est déjà toute tracée. Je reçois des parents qui viennent me voir pour me demander que doit faire mon fils pour devenir un expert financier. Le gosse a 11 ans. Peu importe ce qu'il veut, le papa veut qu'il devienne expert financier. Et à travers ce que je suis, à travers mon discours, à travers mon goût de la lecture, à travers mon goût aussi pour l'enseignement, j'essaye d'aider mes élèves au moins à être ce qu'ils sont. Et la lecture du livre de Nitish me fait prendre conscience de l'importance de ça. Parce que nous vivons aujourd'hui à Maurice avec énormément de Mauriciens schizophrènes et névrosés qui ne sont pas tout simplement pas à leur place. Et ça a des conséquences économiques parce qu'ils ne sont pas, ils sont peut-être experts comptables, etc., mais ils ne donnent pas tout ce qu'ils ont puisqu'ils ne sont pas à leur place. Et ça, on ne le mesure pas nécessairement. Et donc, il faut lire le livre de Nitish. Il faut vraiment le lire. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. Merci. Merci Gillian pour ces confidences, bien évidemment qu'on apprécie. Je sais que Michael est impatient de... Oui, il peut parler de la table. À notre âge, on peut se permettre maintenant. Merci tout le monde. J'ai 10 minutes. Partagez 10 idées. Vite, vite. Le premier, pour personnel, en 60, cyclone Carole, détruit Maurice, va tout craser, avec nous la case. Et je venais de faire la HSC, 19 ans. On m'a fait un job au Queen Elizabeth College. Queen Elizabeth, qui est ici, en 24 vers. Et je vais, ma première expérience d'éducation, jusqu'aujourd'hui, je rencontre ces élèves-là. C'est extraordinaire le lien que l'éducation forme, absolument extraordinaire. Je peux vous citer leur nom depuis A jusqu'à Z dans mon banc. Incroyable. Donc ça fait 62 ans que je suis dans l'éducation d'une façon ou d'une autre. Un point. Deuxième point, je me rappelle à Brasilia, parce que le matin, on me félicité avec Monseigneur Zidane qui sortait du Liban. On a fait une grande amitié. Et j'ai trouvé, je suis content de voir que tu viens de Brasilia. C'est extraordinaire la culture brésilienne. Et quand je suis sorti là-bas, il y a des gens qui marchent dans la rue, mais tu comprends dans mon bassin aussi, pratiquement. Et je suis content que quelqu'un qui est à Brasilia soit venu et mettre sur papier les choses là.
Troisième point, tout nouveau livre est une addition à l'humanité. C'est très important de dire ça. Tout nouveau livre est une réelle addition à l'humanité. Et comme j'ai travaillé aux Nations Unies, l'UNESCO et l'UNEP, je partage avec vous le fait que l'UNESCO vient de faire avec Shirley l'UNESCO Digital Library en 7 langues. Tous les livres possibles, journal du monde sont dedans. Et ça a été ouvert à tout le monde. Alors, rentrez dans votre computer et checkez l'UNESCO Digital Library. Dès je parle de tableau noir, la troisième chose, l'évolution. Tableau noir est un tableau blanc pour écrire et effacer. Le tableau blanc est un computer, évidemment. Pour mon signe, moi, j'ai inventé une petite chose dans le computer, c'était le graphics. Ça fait un chose extraordinaire. Malheureusement, on ne peut pas une patent list, tu peux être millionnaire. Donc, il y a une évolution du tableau noir au tableau blanc au screen. La théorie que je veux vous laisser aujourd'hui, de ma part, c'est ceci. Pour survivre sur Terre, il nous faut observer et lire la Terre. Il nous faut observer et lire la Terre. Pas seulement des livres, pas seulement le computer, mais lire la Terre qui se passe. Or, on a fait référence au Brésil. Il y a une baisse extraordinaire qui se passe en ce moment-ci. Et si Lula n'est pas réélu, l'Amazon est en train de disparaître. Et l'Amazon disparaît, c'est une partie de la planète qui va disparaître pour la planète. J'ai participé, moi, en 86, quand je suis à l'UNEP, avec Tolba, on a lancé quelque chose que tous les pays ont dit oui, et personne n'a rien fait. Ça ressemble à Maurice, là. Tout le monde dit oui. On avait lancé le fait que arrive, je vais parler en français, arrive climate change. Il faut faire quelque chose. Arrive global warming et arrive sea level rise. Quand nous l'avons dit ça à l'UNEP, tous les pays sont là, évidemment. Dans ce cas, c'est 186 pays. Quand on dit ça, c'est cassé depuis 92 pays. Oui. Pratiquement personne n'a rien fait. Jusqu'aujourd'hui, les pays font à moitié. Hein? Malheureusement. Donc, il nous faut observer et lire la Terre. Qu'est-ce qui se passe? Et pouvoir utiliser nos connaissances justement pour changer les choses. J'ajoute une histoire maintenant sur la pédagogie. Tu as beaucoup parlé de pédagogie. Comme on dit, formation, j'ai introduit au moins 2 choses. Une, c'est mondialement ce qu'on appelle l'éducation au développement durable. Education for Sustainable Development. Je l'ai inventé en 92 et l'UNESCO a fait un décade de ça pour dire au système éducatif il faut enseigner l'éducation et l'éducation au développement durable, entre autres. Voilà, j'avais commencé life skill que j'ai fait là-bas, entre autres. C'est-à-dire que le curriculum standard anglais, français, mathématiques, académique, il faut le changer. Alors le monde entier se bat avec ça depuis un temps. Et nous sommes encore en chemin. Tu as dit la liste des ministres, il faudra faire la même liste des ministres. Il y a quelques-uns qui ont fait très fort, comme Jalating, hein, avec ses écoles techniques. Il a fait un grand pas en avant. Moi, je suis un seul. Mais donc, il nous faut aller de l'avant dans la pédagogie. Alors, une des choses, c'est l'éducation pour l'environnement. L'autre, c'est, et ça c'est quelque chose que j'ai lancé personnellement avec l'UNESCO, qui a fait le tour du monde, donc, je l'appelle en anglais, learning by doing. Pas learning avec un tableau derrière, le professeur qui parle, moi qui connais tout, je vous dis ce que c'est, vous notez et vous apprenez par cœur, 0. Il faut learning by doing. Je vous donne un exemple. Au BEC, l'éducation catholique avait introduit quelque chose qu'on a appelé la pédagogie inclusive.
je vais vous demander, vous deux, votre aide pour expliquer la pédagogie active. Oui, la même chose. Tourne-toi vers. La pédagogie inclusive, c'est le groupe. Le groupe avec une table au milieu, des équipements au milieu, toi, contribuer ensemble. Quand quelqu'un ne comprend pas, il ne dit pas gagner pour moi avec ça. L'autre il dit mais enfin, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Voilà une pédagogie que nous avons introduite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je continue. Deux ou trois petites choses après de m'arrêter. Je vous remercie de votre aide. Donc c'est clair que nous ne parlons pas que de l'école, évidemment. Parce que, alors, on a fait des recherches, des pédagogues comme moi, à Nations Unies, on a fait des recherches. Le pourcentage de connaissances et de skills, information skills, qu'un étudiant de 15 ans apprend à l'école n'a cessé de diminuer. Avant, c'était surtout l'école qui m'apprend quelque chose. Le parent un petit peu, mais l'école. Maintenant, ça a explosé. Le computer, les amis, la société, les médias. Je représente les médias. Les médias ont une influence extraordinaire. Les livres, l'Internet, etc. Mais surtout, je reviens à la théorie, donc, l'observation de la Terre. Alors, nous essayons d'enseigner aux jeunes, observer la Terre. See what it is, see where it's going, see what you can do about it. Donc, trois choses différentes, avec ce système justement de learning by doing. Petite idée qui avait été lancée il y a quelques années de ça, que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est l'ancien gouvernement qui avait lancé ça. A graduate in each family. Le ministère de jour de ça a critiqué ça. Je vais le tourner. Et je connais une famille dont la maman travaille chez moi. Une des filles qui est brillante, MJ. Certificat à l'Université de Maurice, elle a fait engineering. Le papa ne comprend même pas que c'est engineering. Première personne de sa famille devenir graduée. Absolument extraordinaire. Voilà les choses qui bougent dans le monde. Parce qu'il dit tout la peine. Je dois m'arrêter là parce que il est passé. Sinon, je peux parler pendant 2 heures. Pas des idées comme ça. Mais je conclue en disant c'est important de partager les idées. C'est ce que MK a fait aujourd'hui. On est là tout le monde ensemble. Partager des idées, ton livre, ta présentation, les questions après. On partage les idées et on retient. Alors, qu'est-ce qu'on retient? 5%, 10%, 5%, 10%, 15%, pas plus. Mais on retient quelque chose. C'est-à-dire que quand tu as passé cette poche-là, tu es rentré, quand tu sors, tu es sorti avec quelque chose de nouveau. Merci. Voilà, c'est encore heureux qu'on soit dans les temps. Alors, on va demander à Nitish de rester à table avec le micro. On passe le micro à Nitish. Et une hôtesse va passer avec le micro. Non, pas une hôtesse, un préposé au micro. Oui, si vous voulez partir, il n'y a pas de problème. Hein. Je sais que tu as un rendez-vous, toi. Mais c'est pourquoi il nous a bousculé dès le départ. Allez, la première question. Alors, c'est toujours difficile de poser la première question, je sais. Hein. Alors, Julien a raconté un peu le drame quand il a choisi l'enseignement. Rapidement, une petite anecdote.
Ça a été pire dans mon cas, parce que mon père a été professeur, mon grand-père maître d'école, et mon frère premier de la classe. Donc, vous imaginez le drame, ce que j'ai vécu dans ce milieu-là. Ça a été une expérience traumatisante, mais complètement. Ils étaient tous forts en mathématiques, donc c'est pourquoi je ne sais pas compter du tout. Les dates, je n'arrive pas à dire à l'antenne, à ce point-là. Bon, ça vous a permis de réfléchir à la question. Hein. Monsieur Gardillard. Hein? Pas pour l'instant. Qui c'est qui veut poser la question? Oui. Mettez-vous debout pour qu'on vous voit. Je suis Patrick Santevera. Excusez-moi. Bonsoir, je suis Patrick Santevera. Donc, oui, là, je n'ai pas lu le livre de Nietzsche encore, mais je vais lire. Et premièrement, la littérature. C'est vrai que la littérature, je voudrais avoir un petit peu votre avis. Bref, la littérature, la lecture de la littérature probablement nous fait devenir quelqu'un d'autre. À part, donc, si on ne fait pas la littérature, c'est une chose. Deuxièmement, quand même, il faut aussi avoir donc à l'école les études normales, donc mathématiques, etc., logique, etc. Parce que le monde nous demande ça avec la compétition. Comment faire cette balance pour qu'on ait quelqu'un qui se développe optimalement, donc, et donc aussi encourager les gens à lire. Comment faire ça? Merci. Merci. Oui, monsieur. Ça fonctionne? Ça fonctionne pas le micro? Ça fonctionne? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, théoriquement oui. Oui. Alors, je pense qu'il ne faut pas, pour répondre directement à la question, l'idée n'est pas d'exclure les classiques, mathématiques, sciences, etc., mais d'inclure d'autres matières, d'autres langues. Donc moi, je n'ai jamais compris pourquoi nous n'étudions pas d'autres langues à l'école, ou pourquoi des matières comme la philosophie ne font pas partie du programme, pourquoi l'histoire se limite uniquement à la forme 3, et pourquoi, lorsque nous étudions l'histoire jusqu'à la forme 3, le contenu est limité à l'histoire de Maurice, un peu les Mascareilles, et après lorsqu'on parle de l'histoire des autres pays, on nous parle un peu du papyrus en Égypte, et ça se limite un peu à ça. Donc pourquoi ne pas ouvrir aussi les horizons pour créer éventuellement d'autres vocations, donc pour que les gens puissent avoir d'autres choix dans le futur, au lieu d'être que, comme l'a dit Julien, médecin, avocat, ingénieur, etc. Je ne sais pas si ça répond. Merci. Vous avez posé la question de savoir comment encourager la lecture, c'est ça? Oui, c'est un sujet demandé comment encourager les élèves. Comment encourager surtout les élèves à aimer donc, la lecture et surtout les lectures donc, on peut dire philosophiques, poétiques, etc. On commence par le bedtime story, c'est très simple. On commence avec des enfants très jeunes, avec le bedtime story, et l'enfant commence à aimer les histoires et la lecture, et avec un peu de chance, ça peut faire quelque chose. Pour moi, juste pour compléter, en fait, je suis complètement d'accord, hein, je vous rejoins complètement, c'est-à-dire que introduire le livre dans la vie d'un enfant tout petit, hein, dès un an, hein, même avant, enfin, dès qu'on peut, voilà. C'est vraiment que cet objet-là soit quelque chose de central dans la famille, dans le foyer déjà, et puis évidemment à l'école aussi. Après ça dépend aussi de comment l'école veut enseigner ou transmettre ça. Mais la problématique se pose pour moi parce que je travaille dans une école et que je suis justement à la bibliothèque dans l'école. J'ai travaillé aussi bien au secondaire qu'au primaire. Et on observe que les enfants sont tout à fait gourmands de livres jusqu'à à peu près 10-11 ans. Mais sans aucune retenue. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai des élèves qui, parce que bien sûr ils ont été incités à lire depuis tout petit, hein, on a mis des livres dans leurs mains depuis qu'ils sont petits, mais ce sont des enfants qui aiment vraiment lire, et je peux vous dire que la bibliothèque
et pleines à craquer. À chaque récréation et à chaque temps qu'ils ont, ils sont là, ils lisent. Et ils aiment lire et ils prennent des livres. Le vrai problème, c'est l'adolescence en fait. C'est comment réussir le passage entre l'enfance qui est gourmand de lecture, d'histoire, et l'adolescent qui va se détourner pour plein de raisons qui sont liées aussi à son rythme intérieur, j'ai envie de dire, à la biologie, à le corps qui change, les copains, l'adhésion au groupe, voilà. Et je ne suis pas sûre que être tout le temps dans l'idée qu'il faut absolument lire soit une réponse à ça en fait. Je pense qu'en fait, être tout le temps en train de dire aux enfants mais il faut lire, mais si tu lis pas, mais comment tu vas t'en sortir, presque dans la vie, comme si la lecture était quelque chose d'indispensable pour exister. Non, je ne pense pas que ce soit indispensable. J'ai connu des tas de gens qui n'ont pas lu pendant des années, qui sont des gens très normaux, qui vont bien. Je trouve que cette espèce de truc de l'école qui dit sans arrêt il faut lire, il faut lire, il faut lire comme un impératif, c'est pas tout à fait porteur en fait. Mais par contre, il y a un auteur que vous connaissez sûrement tous qui s'appelle Daniel Pennac, qui a écrit un livre qui s'appelle Comme un roman. Et dans ce livre-là, il écrit les droits imprescriptibles du lecteur. Donc, je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent ces droits-là. Les 10 droits imprescriptibles du lecteur, le premier, c'est le droit de ne pas lire. Le deuxième, c'est le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire, le droit de lire n'importe quoi, le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible, le droit de lire n'importe où et le droit de grappiller. Et je me dis que c'est peut-être une réponse à cette question. Question ? Je me présente, Lina Ramzine, avocate. Je voulais juste faire une petite réflexion par rapport à l'éducation et surtout, on en parle ces derniers temps, des droits des enfants. Les enfants de 0 à 18 ans, donc pendant que les enfants sont à l'école. Et pourquoi on parle de cela en ce moment? C'est parce qu'à Maurice, on a de nouvelles lois concernant les enfants, donc le Children's Act, et on met beaucoup l'accent sur les droits des enfants. Et j'ai l'impression en vous écoutant, parce que bon, j'étais au lycée à Bordeaux, donc j'étais pas à l'école du gouvernement, donc j'étais pas aussi consciente peut-être de comment l'éducation est enseignée donc, dans ces écoles. Mais est-ce que, d'après vous, le fait dont j'ai lu aussi votre article dans les journaux, est-ce qu'il y a un déni des droits des enfants, justement, le droit de conscience, le droit à la liberté de penser, des choses comme ça, qui sont vraiment présents dans l'éducation du gouvernement, quoique moi je ne l'ai pas vécu, par exemple au lycée, on a quand même le droit d'avoir un esprit critique, d'avoir la liberté de penser, la liberté de conscience, des choses comme ça. Et peut-être le fait maintenant qu'on a ces lois, est-ce que c'est peut-être le début de vouloir donc changer? Bon, j'étais sur une émission de radio et c'est vrai qu'il y avait d'autres intervenants qui disaient que c'était très bien tout ce qui se passait, qu'on enseignait le droit aux enfants, mais je pense que ce n'est pas du tout le cas. Donc est-ce que vous pensez que maintenant cette prise de conscience peut-être au niveau du droit amènerait les gens dans ce secteur à vouloir faire évoluer donc les choses au niveau de l'éducation? Et là une autre question personnelle, c'est est-ce que ce moment de droit qui vous a poussé à poursuivre des études en droit justement? Non, je vais commencer par la deuxième question. Non, parce qu'à l'époque, on ne se posait pas la question en termes juridiques. On vivait l'expérience au quotidien. Et alors, sur le droit des enfants, la période que je traite, c'est vraiment les années 90. Et à l'époque, la question ne se posait même pas. Donc, il y avait une autre conception de ce qu'était le droit des enfants, même si les conventions anciennes existent, et que Maurice a dit sénateur. La question ne se posait pas parce que c'était socialement acceptable. C'est comme, je vais faire une analogie un peu facile, mais c'est comme en Inde par exemple, le travail des enfants existe et c'est socialement accepté, même s'il y a des droits et même s'il y a des conventions que l'Inde a signées et ratifiées. Donc c'était un peu ce contexte. La question ne se posait pas en termes juridiques. Tout le monde était d'accord et même les enfants, donc, en général, c'est pas que c'était d'accord, parce qu'ils n'avaient pas forcément le recul
Donc moi, le livre, je l'ai écrit à l'âge de, j'ai commencé à l'écrire à l'âge de 26 ans, 27 ans plus ou moins, et donc avec tout ce recul. Donc à l'époque, on ne réfléchissait pas forcément en ces termes et dans un cadre militant pour essayer d'aller chercher le droit. Donc le militantisme était vraiment au niveau purement local pour essayer d'avoir une matière à la HSI ou essayer d'avoir un peu plus de temps pour aller à la bibliothèque, par exemple, mais c'est vraiment limité à ça. Mais c'est une bonne réflexion, éventuellement, peut-être à un niveau plus macro, pour inclure les enfants de manière ce type d'éducation avec la salle de cours inversée et demander l'avis des enfants. Je peux ajouter quelque chose, Christine? Je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. On a essayé, on essaye encore, de transformer l'école. Je vais faire, voilà, je récemment, le professeur connaît tout. Le reste est dans le livre. En même temps, sur Google. L'enfant apprend, ramasse comme un verre qu'on remplit. Alors, changer. Il y a eu beaucoup d'expériences, je parle en tant qu'éducateur, beaucoup d'expériences qui ont été faites dans le monde où l'école a changé. Il y a quelqu'un à New York qui a quelque chose d'intéressant. Le pédagogue brésilien, justement, par exemple, et quelqu'un, un des amis, Giraudin à Genève. L'école nouvelle où chacun apporte quelque chose à l'autre. C'est-à-dire le système de période, 8 périodes, anglais, français, mathématiques, fini avec ça. C'est une beaucoup plus grande liberté de chercher, de trouver. Les deux mots-clés. Chercher, trouver, apprendre. Et pas apprendre seulement des informations, mais apprendre des techniques. Alors, ces expériences d'école nouvelle, des écoles nouvelles, sont bien intéressantes à explorer. Mais beaucoup, alors, bien chose, beaucoup ont réussi, d'autres sont encore en fonction. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun ministre de l'Éducation, aucun système n'a dit, mais non, allons laisser tomber l'école traditionnelle, on va le remplacer par ça. Jusqu'à l'heure, ça ne s'est pas passé. Pour des raisons politiques, pour des raisons, etc., pour des raisons de conservatisme, etc. C'est un peu dommage. Mais ces expériences, plutôt cette expérimentation de l'école nouvelle est certainement là. Ça vaut la peine de voir. Micro? Qu'est-ce qu'on attend pour lancer cette école nouvelle? Qu'est-ce qu'on attend Il faudrait aussi que les Mauriciens le fassent. Bonsoir. Oui. Bonsoir à tous. Je suis Lucie Daljean, j'ai été invitée comme annonciation. Et la semaine dernière, puis dans le magazine a fait la section du vernissage. Et le vernissage a été créé l'année dernière. Enfin, j'ai pensé à créer cette école-là l'année dernière. En septembre de l'année dernière, c'est arrivé comme ça. Et j'ai ouvert l'école en janvier 2009. Donc, dans l'antique, on dit que c'est une idée folle, effectivement. Alors, je suis contente que vous avez parlé de inclusive, parce que c'est ce que nous faisons. Je suis contente que vous avez dit learning by doing, c'est ce que nous faisons aussi. Donc, j'ai une crèche, j'ai une maternelle. Donc, suite au départ des enfants dans des autres écoles que j'ai revues, je tombe un petit peu, je parle que je peux aller en physique. Et j'ai vu des enfants qui me disaient, Christelle, on a envie de revenir à l'école, là-bas on ne s'amuse pas, là-bas on ne nous laisse pas parler, là-bas on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Et moi, j'ai vu ces étoiles qui sont éteintes et je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Et là, c'est parti comme ça et j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, j'ai parlé à mes profs et comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, où aller, on a un public mauricien qui n'est pas prêt pour ça. Donc, ce qu'on a fait, j'ai eu la chance d'avoir un prof qui travaille dans l'école gouvernement, mais qui a un côté holistique,
Elle a 10 ans derrière elle et elle est fatiguée par le système du gouvernement. Elle veut du changement, donc elle me rejoint. Et en janvier de cette année, 2022, j'ouvre l'univers des sages. Alors, ce n'est pas une école hybride, ce n'est pas une école complètement alternative, c'est des méthodes qui changent. Il y a anglais, il y a français, il y a histoire géo, il y a science, on a introduit dans la thérapie, on a créé un potager, on fait de la musique, il y a les langues, l'espagnol, l'allemand. Et tout ça, on arrive à faire en une semaine, en une journée. C'est la méthode qui est différente. C'est juste la méthode qui est différente. Et moi, j'aurais aimé que toutes les écoles aujourd'hui fassent ça. Donc les enfants font l'anglais, font le français, font le maths. Mais mon école s'ouvre à 7h30, ferme à 7h30 parce que ça a toujours été comme ça. À 7h30, les enfants ne veulent pas courir dans la cour comme dans les autres écoles. Ils rentrent, ils prennent des jeux de société, ils prennent des livres, ils s'apprennent en jouant. Donc, jusqu'à 9h, on commence l'école. Et à 9h, on fait un circle time où les enfants arrivent à partager leurs sentiments, leurs émotions, etc. Donc, pour moi, ce sont des choses. Et en une année, on termine le 3e terme. Pour moi, je trouve que nous avons réussi. Et je pense que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du ministère de l'Éducation dans la salle, c'est quelque chose qui doit se faire dans toutes les écoles. C'est juste la façon d'éduquer qui va changer. Les enfants apprennent les mêmes choses. Mes enfants vont passer la PISAC dans quelques années. J'ai la grade 1, grade 2, 3 et 4. J'ai 20 élèves, seulement 6 mois en un an. Mais pour moi, c'est quelque chose que je suis contente. Et quand j'ai vu le livre de Niki, je suis désolée, je l'ai encore lu, mais j'ai lu ce qu'il faut lire et je dis voilà, ça tombe à pic. Au moins les parents vont comprendre qu'il faut qu'il y ait un changement. Et d'habitude, ils disent qu'il n'y a pas. Donc, c'est faisable d'alterner l'alternative et l'académie. C'est faisable. Donc, c'est ça que les gens peut-être n'arrivent pas à comprendre, mais on peut le faire. Donc, apprendre en expérimentant, en jouant, en faisant. Donc, je voulais apporter mon témoignage, je voulais faire comprendre que ça a été créé, ça existe. Je suis sur le ministère de l'Éducation, mais c'est juste ma méthode qui est différente. Et j'aurais adoré que toutes les écoles le font, parce qu'il n'y a pas de leçons particulières, il n'y a pas de devoirs, les devoirs sont des recherches. Ce que les enfants apprennent, ils vont chercher. Quand la reine est morte, les enfants sont partis faire des recherches, ils sont partis voir avec les parents. Donc, c'est vraiment. Voilà. Il y a cette dame qui veut. Il faudra que les témoignages, les questions soient un peu plus courts. Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais réagir sur votre. Vous avez cité Daniel Pénac, qui est une phrase de Daniel Pénac que j'aime beaucoup. Il disait que le verbe lire ne supporte pas l'impératif. Et ça, c'est vrai. Hein, comment donner du coup à la lecture aux enfants sans dire il faut lire, il faut lire. C'est tout un défi. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'au lycée de Fénergie, j'ai été une prof d'épluche. Voilà. Et je trouve qu'il ne faudrait quand même pas diaboliser le système public. Loin de me dire que le système est parfait, loin de dire ça. Tout système éducatif demande du progrès, demande à évoluer. Mais quand j'entends, disons que ça me gêne un peu de penser, de dire que le système est en train de broyer tout le monde, le système ne permet pas l'esprit critique, le système fait que les gens n'apprennent pas. Je crois qu'on est quand même un peu sévère. Il ne faut pas oublier que nous éduquons des milliers d'enfants. Ce n'est pas une petite école de quelques centaines d'enfants, nous éduquons des milliers d'enfants. Et je crois que certaines réussissent très bien. Et comme M. Salès avait dit au départ, mais dis-je aussi, quelque part, ce système qu'apporter d'une certaine manière. Hein, tu as donné quand même des bases. Je ne l'ai pas encore lu ton livre, je vais le lire attentivement. On a le droit d'avoir l'esprit critique, mais je crois aussi qu'il ne faut peut-être pas être aussi dur avec l'éducation nationale. Elle fait ce qu'elle peut, avec les moyens qu'elle a. Et aujourd'hui aussi, nous fêtons
la journée internationale des enseignants. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui font un travail formidable à Londres, malgré le système imparfait qu'il est. Loin de moi de dire que le système est parfait, mais on essaie quand même d'éduquer des milliers et des milliers d'enfants et on n'en croit pas tout le monde. Voilà ce que je veux dire. Il faut laisser l'invité répondre plutôt. Madame Yann est effectivement mon enseignante et elle ne faisait pas partie des méchants. J'ai pris le risque de venir. Et elle était d'ailleurs la seule à avoir organisé un débat lorsque elle était notre enseignante en classe supérieure. Mais encore une fois, peut-être le livre est vraiment très modeste. Hein, elle n'a pas la prétention de changer un système. Après, chacun le prend, l'interprète, le reçoit comme il le veut, comme il le peut, mais c'est pas du tout l'intention de base. C'est avant tout un exercice littéraire. C'est un texte littéraire, c'est de la littérature. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai eu aucun problème, par exemple, de changer le sujet de l'oisiveté à l'école, parce que pour moi, avant tout, c'est un exercice littéraire. Et en revanche, tout ce qui est dit dans le livre est vrai. Donc, lorsqu'on écrit un récit, on a un devoir, une obligation de sincérité envers soi-même. Et donc, tout ce qui est dit dans le livre est vrai, mais dans ce vrai, il n'y a pas forcément que des expériences négatives. Il y a quand même beaucoup d'expériences positives avec des enseignants dont je cite le nom et qui ont beaucoup apporté. Et donc, moi, je pense que, je ne sais pas si le système est à refaire ou pas, parce que je ne le connais pas actuellement comme il était. Je traite vraiment des années 90, sans prétention qui change dans le livre. Après, si on va avoir une discussion sur le système actuel, après, c'est autre chose, mais ce n'est pas le sujet du livre en question. Et donc, il y a eu quand même, dans le cadre de ce système, de certains enseignants qui ont quand même pu se démarquer, qui ont essayé de jouer un peu, de danser un peu avec les règles en ne suivant pas forcément toutes les sonorités qu'on leur imposait. Et donc je pense que l'apport que moi j'ai eu, l'apport positif que j'ai eu, vient de ces enseignants qui justement permettaient une liberté de réflexion, qui permettaient un contact avec la recherche, qui permettaient d'avoir des méthodes un peu alternatives d'enseignement. Mais il faut dire qu'à mon époque, et encore une fois, je ne parle pas au nom de toute ma génération, de tous mes collègues, certains qui sont là peuvent faire le contraire, je parle en mon nom. Et donc, pour moi, c'était la minorité, ce n'était pas la majorité. De l'école primaire jusqu'au collège, c'était la minorité. Et je pense que c'est normal. Et là, je le dis en tant que professeur universitaire, lorsqu'on essaye d'avoir des méthodes alternatives, ce que moi je fais en tant que professeur à l'université, on est toujours parmi les seuls. La majorité suit le système, peu importe ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il est difficile à changer, parce qu'il est confortable et c'est difficile de sortir de la zone de confort, que ce soit pour les parents, pour les étudiants ou les élèves, les collégiens et pour les enseignants. Donc voilà, je reviens à conclure à mon premier point, c'est vraiment avant tout un texte littéraire, un exercice littéraire. On prend peut-être une dernière question. Je fais un commentaire bien. Le problème, c'est que tu es en train de bouffer plus que de 10 minutes, là, c'est le problème. Non, vas-y. D'abord, si tu veux, je présente mes excuses de côté. Mais comme éducateur, il y a quelque chose à dire, on le dit aussi. Je te rappelle, toi, à Radio Plus, à Radio One, tu n'hésitais pas. Deux choses. Pour dire bravo à vous et à vous pour les deux choses que vous avez suivies. C'est important. Je partage quelque chose qui va se passer demain matin et que j'ai confiance pour la politique que vous l'avez dit. À une réunion comme ça, vous pouvez arriver à la fin à une certaine conclusion, une action quelconque qu'on peut prendre. Alors, je vais vous donner un exemple, et je m'arrête pour aller dessus, de quelque chose qui va se passer demain matin. Il y a un collège pour lui qui va fermer pour une journée. Tous les enseignants, ils sont 70, vont se réunir. Ils ont invité quelqu'un, ça aurait pu être une quiche, ça aurait pu être et on va causer pendant une journée, how can we improve the school?
Voilà une démarche que je suggère à toutes les écoles. Merci. Géraldine, la dernière témoin ou dernière question? Oui, ça va être un court témoignage et puis une question sur la litige ou d'Agilian. Court témoignage, juste pour dire que, comme vous autres, moi aussi je suis un produit du système scolaire public. Et je voudrais témoigner que nous n'avons pas été des enfants martyrs. Voilà, survécu à tout ça, on s'est construit. Et souvent, la faiblesse d'un système se trouve être la force du système pour d'autres. Souvent, les gens se construisent à contre-courant, construisent aussi pour sortir de cette épisode de force formulée. Là, il y a beaucoup, et ce sera certainement une question à Julien Geneviève, qui est enseignant, peut-être que tu vois aujourd'hui des jeunes qui se construisent contre ce système. Et c'est ce qui fait aussi des citoyens qui sont différents. Ça, c'est ma question. Et je voulais aussi dire, juste pour l'école, à décharge de l'école, croyez-moi, c'est pas moi qui vais défendre le ministère de l'Éducation ou n'importe quel ministère de ce pays pour le moment, mais croyez-moi, dans ces écoles-là, il y a eu aussi, en tout cas je peux parler pour les écoles professionnelles, nous avons eu beaucoup de chance, une génération, à faire du sport, à comprendre ce qu'étaient les valeurs du sport, par exemple, à comprendre ce qu'étaient les valeurs, par exemple, du théâtre. Il y a eu beaucoup de choses à côté, peut-être qu'il n'existe plus aujourd'hui, hein, je n'ai plus l'âge d'être sur les bancs du collège, je le regrette, mais donc voilà, il y a eu aussi autre chose, même si ce système était contraignant par beaucoup de choses qu'on nous a imposées, mais il y a eu aussi une manière qui a permis que des citoyens se construisent autrement et apprennent autre chose. Et puis peut-être si je peux répondre à ma question, il y a sans doute aussi des gens qui sont contre le système. C'est qui répond? Julien. On va faire court, hein? Oui. Non, effectivement, en fait, peu importe le système, il y a possibilité de se construire face à un système qui va à l'encontre de ce qu'on est. Il y a toujours possibilité de se construire, et c'est vrai qu'il y a aussi, c'est vrai, des choses extrêmement positives. Moi aussi, j'ai été dans un collège professionnel, le sport, le théâtre, etc. J'ai vécu de très bons moments. Et ici, je ne dis pas nécessairement le contraire non plus, hein, parce qu'il n'y a pas, que du négatif. Il raconte beaucoup de belles expériences, de belles rencontres avec des profs, avec des élèves, qui rappellent ce âge qui traverse sa vie. Donc, en ce qui concerne aujourd'hui la situation au niveau de l'école, il y a, c'est vrai qu'il ne faut pas être totalement critique de l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est vrai, elle fait ce qu'elle peut, mais elle fait ce qu'elle peut aussi en réponse à ce que veut la société chrétienne. Ce que l'éducation nationale propose, c'est l'école et l'émanation en fait, du désir mauricien. Oui, j'aimerais que les élèves se battent pour être ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent être. Nous sommes dans une société où ce qui est mis en avant, c'est la voie. C'est construire, réussir à Maurice, c'est avoir la voiture, avoir la même maison, etc. Si on demande aux Mauriciens, aux parents mauriciens, est-ce que vous voulez une école différente, ils ne répondent pas nécessairement. Donc, quelque part, l'éducation nationale, la politique répond à un désir profond des Mauriciens. Voilà. On va mettre un terme à cette opération. On remercie bien évidemment Nitish pour sa présence et pour le livre. On remercie ceux qui ont fait partie du panel, Michael, Christelle et Gillian. Sauf que moi, il me reste un peu un goût amer. On a fait dans le consensuel. Moi, j'aurais voulu des témoignages, par exemple, de ceux qui sont restés en bordure de route, les 15 000 qui sont les drop-out du système. On peut parler quand on vient de bons collèges, hein, ça oui. Mais Dieu sait si j'ai été
je connais cette réalité de l'éducation pour savoir que combien, il n'y a que 3-4 000 qui arrivent à l'université. C'est aussi simple que ça. Nitish fait partie des privilégiés, certainement, comme beaucoup d'entre nous. Mais sauf que moi, j'ai été en contact avec cette réalité-là. Chacun parle pour sa chapelle, de toute manière. Hein. On est content, on est satisfait du système. Pas plus tard que dans l'interview que tu as donnée au week-end, il y a 2 autres interviews, un article sur l'éducation. Le cardinal Margéo en fait son cheval de bataille en ce moment. Beaucoup d'agences qui s'occupent de l'éducation crient pour une réforme. Vous ne pouvez pas... Je ne veux pas vous interpeller, parce que sinon je serais obligé de vous donner la parole après. Non, c'est pas normal qu'on soit satisfait de ça. Non, il faut tout changer. La génération de Nitish, les 2 ministres un peu responsables, c'est Pansuraman et David. Dieu sait s'ils n'étaient pas les plus bêtes que les autres. Sauf que, on n'a rien changé, et c'est vraiment dommage. Alors, il est évident que je vous rends la parole parce que je ne peux pas terminer sur cette note-là. Je suis très objectif et honnête dans une discussion. Allez-y, madame. J'ai bien dit que loin de moi de dire que le système ne parle pas. Tout le monde est conscient que justement 30% d'échecs au niveau de la CPE. Il faut que ça évolue, il faut que ça change, on y réfléchit tout le temps. Mais il y a quand même 70% qui passent. Loin de moi de dire que c'est bien. Mais voilà ce que je voulais dire. Merci pour cette réponse. Et là, nous sommes arrivés à la fin vraiment de cette opération. Il y a l'éditrice qui va very short. Je veux simplement dire que là, on parle de l'éducation et de l'épanouissement de l'enfant sans parler de la question des langues. La plupart des livres sont en français, en anglais. Ben voilà. Et la plupart, peut-être la majorité des enfants, pour eux, ce n'est pas accessible. Alors pour moi, c'est une question fondamentale et on n'a pas parlé vraiment de ça. Mais ça commence à entrer maintenant dans les mœurs d'éducation, ça commence maintenant. Alors peut-être on termine sur une note très positive qui va à l'encontre un peu de l'exemple de Nitish qui dit qu'il n'a pas pu apprendre le mandarin. Moi j'ai mon petit-fils, Dieu sait s'il est créole, premier en hindi. Ça c'est pas mal, je trouve. Il y a quand même l'enfant maintenant a le choix, maintenant il n'y a pas de format, il n'y a pas de compartimentage. Voilà, l'auteur se fera un plaisir maintenant, après, de dédicacer ses livres. L'éditrice va remettre une copie à Vicky Tané, qui est le directeur du NSI Park Hotel, pour tout le soutien, pour tout l'apport. Il y a aussi Hassan Ibrahim, il a la cheville ouvrière de toutes ces organisations mensuelles.